Bonsoir à toutes et tous, Monsieur le Ministre, chers professeurs, chers alumni, chers étudiants, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis. C'est avec une immense joie que nous vous recevons aujourd'hui à Sciences Po, et c'est une immense fierté de recevoir Monsieur le Ministre Joe Sodji, ministre libanais de l'énergie et de l'eau ici ce soir à Sciences Po. Monsieur le Ministre, je veux tout d'abord vous remercier de votre présence avec nous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et de vous être prêté au jeu de nos questions ce soir. Quelques mots d'abord à propos de notre cercle. Le cercle France-Liban est simplement le fruit d'une ambition. L'ambition de rassembler. De rassembler toutes celles et ceux qui partagent une appartenance, un attachement au Liban et à Sciences Po. De rassembler nos étudiants, nos alumni, nos professeurs, toutes celles et ceux de nationalité libanaise, d'origine libanaise, ou tout simplement amoureux de ce beau pays et désireux d'en approfondir la connaissance. Notre cercle est un espace d'ouverture, de rencontre, un espace de réflexion, d'échange et d'action. Il est né de la conviction que les liens qui nous unissent doivent être entretenus, renforcés, que notre engagement ne peut être qu'à la hauteur des enjeux qui s'imposent indéniablement à notre pays aujourd'hui. L'ambition de rassembler, mais aussi le plaisir de partager et de vous offrir le meilleur du Liban et le meilleur de Sciences Po. Et comment ne pas être fier d'être libanais et alumni de Sciences Po quand d'illustres étudiants et professeurs de cet établissement partagent aussi le Liban pour patrie, de Georges Corm à Nawaf Salam, Rassan Salemé et j'en oublie tant d'autres. Car oui, la présence d'étudiants et de professeurs libanais n'est pas nouvelle à Sciences Po. Elle commence dès la fin du XIXe siècle, sous Émile Boutmi, quand des jeunes hommes originaires du Liban venaient depuis l'Empire ottoman jusqu'à Paris pour assister aux cours de l'école qui s'appelait à l'époque l'École libre des sciences politiques. Et aujourd'hui, notre communauté ne cesse de grandir et vous en êtes le plus bel exemple ici ce soir. Merci d'être présent avec nous. Avant de passer au vif du sujet, quelques mots de présentation pour présenter brièvement votre parcours. Monsieur le ministre, avant l'attribution du portefeuille de l'énergie et de l'eau dans le gouvernement, vous jouissiez d'une riche et belle carrière dans le conseil en gestion. Votre expertise est reconnue à l'international dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de la gouvernance, du développement économique et de l'énergie. Diplômé en gestion d'affaires, vous avez débuté votre carrière à Paris, chez Bain & Company, avant de rejoindre Booz Allen et Hamilton, où vous avez occupé des postes de premier plan, notamment en tant qu'associé au Moyen-Orient et membre du conseil d'administration. Vous avez ensuite assumé la présidence mondiale du conseil de Booz & Company, tout en dirigeant la région Moyen-Orient de l'entreprise, et dernièrement, vous avez occupé le poste de chairman de Strategy au Moyen-Orient, avant d'en devenir Senior Executive Advisor. En préparant cet entretien, j'ai lu dans un entretien que vous avez donné au Commerce du Levant en 2008 que, en installant justement le premier bureau au Moyen-Orient de Booz Allen, vous pensiez que la région avait un énorme potentiel, mais vous aviez aussi une ambition intime, c'était de vous rapprocher de la région. Alors, une première question introductive pour vous, c'est après une longue et riche carrière dans le secteur privé, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à revenir au Liban et à assumer un poste de ministre? Et Dieu le sait que ce n'est pas le ministère le plus simple, le moins corrompu. Et aujourd'hui, ma première question, c'est vraiment qu'est-ce qui vous a poussé à revenir, à assumer un tel poste? D'abord, merci pour l'invitation. C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi justement avant d'accepter. Et ce qui a facilité les choses, j'étais à un stade de ma carrière en fait où je commençais à préparer mon retrait des affaires. Et pour la première fois, franchement, depuis la fin de la guerre civile, on voyait une ouverture, une lueur d'espoir de pouvoir remettre ce pays sur les rails. Et donc pour ceux d'entre nous qui avaient franchement le temps et le luxe de pouvoir laisser tomber leurs affaires et de s'investir, c'était vraiment le bon moment. Ces dernières années, j'avais été pressenti à plusieurs reprises pour faire exactement la même chose, mais le moment n'était pas encore venu. Mais là maintenant, je crois qu'il y a cette lueur d'espoir. On voit non pas le bout du tunnel, on voit, je dirais, le commencement du tunnel.
Et c'est ce qui nous a tous, moi et mes collègues du gouvernement, à nous investir et à tenter cette expérience. Donc voilà, simplement. En tout cas, on vous remercie pour votre engagement et pour le courage que vous avez eu d'assumer justement ce portefeuille. Et justement, en parlant de ce portefeuille qui n'est pas des plus simples, vous avez donné récemment un entretien à Nahar où vous parlez justement d'une feuille de route, d'une grande feuille de route, des grandes lignes en tout cas de ce plan d'action pour justement relever ce secteur. Et vous aviez insisté sur l'urgence de mettre en place un plan global, structuré, avec des échéances claires à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, qu'en est-il et est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes quelle est votre feuille de route pour redresser le secteur de l'énergie et de l'eau au Liban? D'abord, en ce qui concerne l'électricité, c'est le problème dont tout le monde parle et depuis des années, à juste titre d'ailleurs. Nous avons l'électricité, une des électricités les plus chères du monde, une des électricités les plus polluantes du monde, et nous en avons peu en fait. La capacité aujourd'hui d'EDL, l'électricité du Liban, sa capacité de production est à peu près un tiers de la demande. Donc dans le meilleur des cas, EDL ne peut pas produire plus de 8 à 9 heures par jour avec l'existant. Donc l'urgence de l'urgence, c'est d'augmenter les capacités de production pour pouvoir aboutir à une électricité, je dirais, un meilleur marché. L'électricité que l'on paye est très chère, mais elle est très chère surtout pour nos concitoyens, surtout avec des revenus modestes, et aussi pour nos industriels et nos agriculteurs. L'énergie est un facteur de coût essentiel pour tous nos industriels, et évidemment avec l'électricité très chère, ils démarrent leurs efforts d'exploitation avec un handicap. Donc, premier axe, c'est lancer au plus vite les appels d'offres pour la construction des centrales dont nous avons besoin, des centrales qui fonctionnent au gaz. Pourquoi le gaz? C'est un composant à coût plus faible que le fuel. Deuxièmement, beaucoup moins polluant. Et troisièmement, c'est très important, le marché d'achat de fuel dans la région est opaque. Et j'ai à cœur de pouvoir ouvrir ce marché à la concurrence, le rendre beaucoup plus transparent. Et je pense que le marché du gaz naturel se prête plus à cela. Donc, lancer les appels d'offres pour la construction des centrales. Et mon ambition, c'est que ce défi soit relevé le plus possible par le secteur privé. Donc, on envisage des formules de style BOT ou autres. Donc, vraiment, le but du jeu, c'est d'attirer un maximum le secteur privé pour investir dans le secteur de l'énergie. Deuxième composante, à plus court terme et qui est tout aussi critique, c'est le solaire ou l'éolien. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui peut être fait beaucoup plus rapidement que la construction des grosses centrales, qui peut être décentralisé, qui a un moindre coût d'exploitation, ce qu'on appelle operation and maintenance, et écologiquement meilleur. Et il se trouve que nous avons beaucoup de soleil et en fait beaucoup d'espace, notamment dans la BK nord ou est, pour accueillir des fermes solaires. Donc tout cela fait que le solaire est stratégique pour nous. D'après la loi fondamentale de l'électricité, c'est une loi qui a été votée en 2002, pour permettre à tout cela de se passer, il fallait créer une autorité de régulation. L'autorité de régulation, on l'attend depuis 23 ans. Elle n'a pas été faite pour toutes sortes de raisons, notamment principalement politiques. Et donc la première chose que j'ai décidé quand j'ai pris le ministère, c'était de lancer le processus de recrutement de cette autorité qui était devenue vraiment un symbole essentiel de la réforme. Et aujourd'hui, où nous en sommes, pour les 5 membres de l'autorité de régulation, nous avons reçu 341 candidatures, ce qui est inespéré. Nous sommes actuellement en train
d'analyser tous les CV, et puis une commission qui va être composée de ministres et d'experts du secteur pour assurer une transparence totale. Cette commission va être chargée de sélectionner et d'interviewer les candidats. J'espère que d'ici le début de l'été, ça sera chose faite. Donc voilà un peu la feuille de route pour l'électricité. Vous avez dit plusieurs points intéressants, notamment par exemple le prix de l'électricité pour les ménages et pour les industriels, mais je voulais revenir justement sur l'autorité de régulation, donc l'autorité qui devait être créée avec la loi de 2002 et que vous avez heureusement lancée. Vous parliez donc de toutes ces candidatures. Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut assurer que cette autorité de régulation ne va pas retomber dans le jeu politique libanais et sera gangrénée par les zaïms politiques qui vont venir imposer leurs candidats? La loi prévoit un certain degré d'indépendance à cette autorité, et dans la révision probable de la loi dans les mois qui viennent, nous allons essayer d'augmenter, d'assurer encore plus son indépendance et son autonomie financière, son autonomie de décision. Et l'important, c'est en fin de compte le choix des personnes. Si nous choisissons des professionnels qui ont à cœur de bien faire, ça aidera beaucoup. Mais fondamentalement, l'important c'est d'assurer son autonomie au niveau opérationnel et au niveau financier. En gros, moi ce que j'essaie de faire, très franchement, c'est de limiter le plus possible les pouvoirs du ministre et du ministère. C'est nouveau pour un ministre. Voilà, donc en créant cette autorité de régulation, une grosse partie des responsabilités du ministre et du ministère seront transférées vers cette autorité. Et il y a beaucoup d'autres domaines où cela peut être fait également. Vous avez parlé également d'EDL. On a le ministère de l'Énergie, mais on a aussi EDL, cette institution libanaise qui est aujourd'hui à bout de souffle peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la réforme du secteur, est-ce que vous prenez en considération le rôle d'EDL et dans quelle mesure EDL peut être un levier stratégique pour le secteur de l'énergie? Je m'explique. Est-ce que vous pensez que EDL peut être réformé en profondeur ou est-ce qu'il faut passer outre et créer un nouveau modèle? En fait, le nouveau modèle est prévu par la loi de 2002. Et à nouveau, on le voit, le nouveau modèle n'a pas été appliqué depuis 23 ans. Et le nouveau modèle est très simple, c'est ce qui existe un peu partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle le unbundling. Donc on va séparer la production de la transmission et de la distribution. La production va aller de plus en plus vers le secteur privé, c'est ce que je disais tout à l'heure. La distribution va aller de plus en plus vers le secteur privé. Et en fait, EDL va être transformé pour devenir la société de transmission. Les réseaux, les grands câbles que l'on voit un peu partout, les grands câbles, c'est typiquement un monopole naturel de l'État dans le monde entier. Et donc EDL a vocation à devenir, si vous voulez, la société de transmission et l'acheteur principal. Parce qu'il faudrait bien que quelqu'un achète l'électricité produite par les producteurs et la transfère et la transmet aux distributeurs. Donc EDL a vocation à devenir cet acteur-là. Et est-ce que, selon vous, c'est un horizon possible? Et si oui, dans quel horizon de temps? Est-ce que c'est un objectif atteignable? Oui, c'est un objectif tout à fait atteignable. Déjà aujourd'hui, si on a une autorité de régulation en place, si on commence dans quelques années à avoir les BOT ou le secteur privé qui produit, si déjà on pousse plus loin l'expérience de confier la distribution au secteur privé. Aujourd'hui, elle est confiée au secteur privé, mais dans un modèle un peu hybride ou un peu bâtard, qui est juste de s'occuper de quelques services de distribution comme la collecte ou un peu d'entretien. L'idée prévue par la loi est vraiment que du côté distribution, comme ça se fait un peu partout, le secteur privé prenne en charge le réseau local, disons, à faible tension, le maintienne, installe ce qu'on appelle les smart meters, les smart meters s'occupent de la collecte,
et EDL au centre, en fait, achètera l'électricité d'un côté et la vendra de l'autre à EDL. Donc c'est un modèle qui peut être mis en place dans les quelques années qui viennent absolument. Il faut pas attendre, on n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour y arriver. C'est l'affaire de quelques années. Et quels sont aujourd'hui les principaux freins, ou les freins qui pourront arrêter ce plan ou en tout cas le perturber? Le frein principal, ou je dis pas le frein, ce qui doit changer, c'est de rendre confiance aux investisseurs dans ce secteur. C'est un secteur qui a été tellement politisé pendant 25 ans que, en fait, les investisseurs, surtout étrangers, ne voulaient même pas y toucher. Donc, si on restaure la confiance dans la manière de fonctionner de ce secteur, d'où l'autorité de régulation, et si on montre qu'on commence à faire... C'est une question de montrer qu'on travaille maintenant professionnellement, sans pensée politique, en respectant les lois, en appliquant les lois, la confiance va revenir petit à petit. Donc c'est vraiment une question de confiance, parce que la demande est là. La demande d'électricité est là. Vous parliez du changement, du passage au gaz naturel, qui peut rendre l'opération plus transparente, en tout cas par rapport à l'achat de fuel. Justement, je voulais parler de cette énergie que le Liban, in fine, importe, qu'il ne produit pas lui-même. Et loin d'être un pays pétrolier, le Liban reste un pays très importateur de ressources étrangères. Et quand on dit importation, on dit volatilité des prix en fonction des guerres, des crises pétrolières, en fonction des problèmes régionaux. Et aujourd'hui, comment on peut concilier cette viabilité financière du secteur avec justement les ménages ou les industriels ou les agriculteurs qui veulent accéder à une électricité peu chère? Bon, d'abord, pour accéder à l'électricité peu chère, il faut avoir ces nouvelles centrales qui fonctionnent au gaz. Il faut déjà aussi, à court terme, convertir les usines existantes au gaz, et puis faciliter au maximum le solaire, parce que le solaire peut changer l'équation en termes de PIB. Dans l'importation, c'est autre chose. Ce qu'on peut importer aujourd'hui, et ce qui a été fait brièvement, c'est du gaz naturel à travers ce qu'on appelle le Arab Gas Pipeline. Il y a eu une petite expérience il y a quelques années où l'Égypte nous a vendu du gaz à travers ce pipeline, mais aujourd'hui, on est en train de voir si c'est encore faisable. L'Égypte est à court terme importatrice de gaz et non plus exportatrice. Et par ailleurs, il y a toujours les sanctions pour l'instant qui sont sur la Syrie. On entend qu'elles vont être levées. Quand et comment, on va le savoir, je crois, dans les semaines qui viennent. En parallèle, dans l'infrastructure qu'on est en train de bâtir, c'est avoir une deuxième source potentielle de gaz. Aucun pays ne devrait être dépendant sur une seule source de gaz. Les événements en Europe récemment avec la guerre d'Ukraine nous l'ont bien montré. Et donc l'idée aussi, c'est de se doter de ce qu'on appelle un FSRU, un Floating Storage Regasification Unit, qui nous permettrait de recevoir du gaz naturel par la mer, par des cargaisons de gaz naturel. Par ailleurs, nous avions la possibilité d'importer de l'électricité de Jordanie. La Jordanie a un excès de production d'électricité solaire en particulier, par des lignes qui passent par la Syrie. Donc il y avait un contrat qui était en place. Il reste à voir si les lignes de transmission, notamment celles qui traversent la Syrie, ont été endommagées ou pas. Je vais reprendre contact avec la Jordanie, avec les responsables syriens, notamment pour savoir si cette importation est toujours faisable. Quand vous parliez du solaire au Liban, est-ce que vous pensiez à un niveau institutionnel, public, ou au niveau des ménages, au niveau des personnes privées? Non, je pensais plus à un niveau... les ménages c'était une bonne chose en fait pendant la crise économique, investi dans du solaire, mais à toute petite échelle. Et tout ceci n'est pas relié au réseau. On a besoin de fermes solaires à plus grande capacité qui puissent être connectées sur le réseau de manière beaucoup plus stable. Il y a 3 ans, il y a 11 licences qui ont été vendues, qui ont été mises aux enchères en fait dans le solaire, distribuées un peu à travers le Liban.
J'ai réuni les propriétaires de ces 11 licences il y a 2 ou 3 semaines, et je leur donnais jusqu'à la fin de l'année pour montrer si elles étaient capables ou pas d'investir et de produire. 4 de ces licences ont été vendues par leurs anciens propriétaires à de nouveaux propriétaires, notamment il y en a 3 qui ont été rachetés par CMA-CGM, qui est sur le point de commencer bientôt l'investissement sur underground. Donc, et il y a une 4e qui a été vendue, et il commence à y avoir un intérêt à nouveau des propriétaires des anciennes licences. Je leur ai donné jusqu'à la fin de l'année pour soit montrer qu'ils étaient capables d'investir, ou alors de vendre leur licence à des gens qui ont les financements et qui peuvent investir. Et au-delà de ça, nous avons besoin de faire cela à encore plus grande capacité, et c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement au Liban. Pour revenir, on a bien parlé du solaire, mais pour revenir justement au gaz et au pétrole, je voulais vous demander, est-ce que le Liban a célébré trop rapidement son entrée dans le club des pays producteurs de pétrole? Est-ce que vraiment il y a des gisements prometteurs, ou est-ce que ce n'est pas à espérer? Alors, comme vous le savez, un consortium formé de Total, Eni en Italie et QE au Qatar avait creusé un puits dans le bloc 9 l'année passée. Les résultats n'ont pas été communiqués, il y a eu on a entendu toutes sortes de rumeurs, ils ont trouvé, ils n'ont pas trouvé, etc. Moi j'attends le rapport, donc j'ai rencontré les CEO des 3 compagnies, et le rapport va nous être remis dans les semaines qui viennent, et à partir de là on pourra dire ce qu'il en est. On est en discussion aussi avec eux sur de possibles prochaines étapes. Cela dit, en parallèle, tous les autres blocs aujourd'hui sont ouverts à l'exploration. Donc nous sommes en train de recommencer maintenant. On va bientôt relancer une nouvelle campagne de marketing entre guillemets, pour relancer l'intérêt des sociétés d'exploration dans les autres blocs qui sont disponibles. Justement, en 2022, il y a eu la délimitation avec l'État israélien de la frontière maritime, et donc du champ gazier de Qana notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle garantie aujourd'hui le Liban peut apporter à ses citoyens en matière de transparence quant à la gouvernance de ces gisements et de la gouvernance donc, des ressources futures, s'il y en a? Alors, c'est une très bonne question, mais d'abord il faudra qu'on en trouve, d'accord? Quand on en trouvera, il faudrait effectivement se poser la question de qu'est-ce que fait-on de ces ressources-là. Je ne suis pas sûr, parce que je n'ai même pas eu le temps d'y regarder encore, je pense qu'il y a eu l'idée à un moment donné de créer un fonds souverain pour collecter ces données-là. Je pense qu'il y a eu une loi qui a été votée là-dessus, mais j'avoue que je n'ai même pas eu le temps de regarder ça. La priorité, c'était vraiment de voir côté électricité ce qu'on pouvait faire. C'était justement ma prochaine question. C'était en décembre 2023. Le Parlement a voté une loi créant un fonds souverain pour les revenus des hydrocarbures. Mais justement, sans découverte commerciale confirmée, on peut se demander à quoi servirait ce fonds. Attendons de voir ce qui va se passer, notamment au niveau du bloc 9, et après on se posera la question. On a beaucoup parlé d'électricité, de gaz et d'énergie. On a moins parlé d'eau. Justement, dans votre plan, est-ce que vous prévoyez justement la gestion des ressources hydrauliques? Alors, au Liban, tout le monde parle d'électricité, on parle très peu d'eau, sauf quand il y a, comme cet été, on a un problème de sécheresse cet été, et le problème va se poser de manière assez critique. Le secteur de l'eau a souvent été le parent pauvre de ce ministère. D'ailleurs, une des ambitions que j'ai, c'est de séparer les 2 ministères. Je trouve qu'être ministre de l'électricité et de l'eau, c'est beaucoup. C'est concentrer à la fois trop de pouvoir et trop de responsabilités dans un seul ministère, notamment du fait que les 2 secteurs sont assez critiques et ont besoin d'attention particulière. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'y travaille pour essayer pour que mes successeurs puissent chacun se concentrer sur un secteur. Alors, au niveau de l'eau, au niveau global, pour l'instant, le Liban a l'eau qu'il fait au niveau national, si on regarde ça au niveau national.
mais on ne peut pas regarder ça au niveau national, il faut regarder ça au niveau régional, parce qu'on ne peut pas prendre de l'eau qui est au nord pour l'envoyer au sud. Il faut vraiment voir en termes de bassin de population ou de bassin d'eau. La région de Beyrouth, par exemple, a un grand déficit en eau. Et l'une des questions principales, c'est comment faire pour assurer. Alors, si vous vous souvenez, il y a eu toutes sortes de barrages qui avaient été construits ici ou là. Et il y a une stratégie de l'eau qui a été préparée ces dernières années. Je suis en train de la revoir. Donc, nous avons beaucoup de support, notamment au niveau européen, sur la question de l'eau, et nous sommes en train de revisiter la stratégie de l'eau pour voir quelles vont être les priorités. Et quand on parle d'eau, on oublie souvent de parler d'une autre chose qui est tout à fait importante, c'est le traitement des eaux usées. Là aussi, nous avons un très gros problème d'eau usée. Nous avons investi ces dernières années beaucoup dans l'infrastructure, mais une grosse partie de cette infrastructure ne fonctionne pas. Soit parce qu'on n'a pas les moyens de la faire fonctionner, soit parce qu'il manque quelque chose à cette infrastructure. Je vous donne un exemple. Une grosse usine de traitement des eaux a été construite à Tripoli, qui sert à peu près à un bassin de population d'1 million de personnes. Donc c'est tout le nord qui est concerné. Pour qu'elle fonctionne parfaitement, ça fait une dizaine d'années qu'elle est terminée, mais pour qu'elle fonctionne comme elle devrait fonctionner, il manque 5 millions de dollars. Ça semble peu pour un État, mais on ne les a pas. Donc c'est ce genre de choses maintenant. Vraiment, dans l'année qui vient, je me focalise sur comment assurer le financement côté eau et côté traitement des eaux de l'infrastructure qu'on possède déjà. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de lancer de très grands projets, mais au moins que ceux qui ont déjà été faits à 90%, à 95% soient terminés et qu'on puisse en profiter. Donc ça va être vraiment la focalisation sur ça, côté eau et traitement des eaux. Et pour revenir à la sécheresse qui est prévue cet été, est-ce que le ministère a un plan, ou en tout cas des recommandations? Oui, alors les 5 établissements de l'eau qui sont des établissements régionaux ont chacun développé leur plan, et le plan va être annoncé dans les 15 jours qui viennent. Et ça va aller de campagne de communication jusqu'à probablement des mesures conservatoires au niveau des puits, ainsi de suite. Donc il y a toute une série d'actions apprises et va annoncer. Et en parlant de l'eau, ça me fait penser aussi à la collaboration entre ministères. Typiquement, c'est un sujet qui va toucher beaucoup l'agriculture, les agriculteurs, que ce soit le traitement des eaux usées, que ce soit aussi la pollution des nappes phréatiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un vrai dialogue entre ministres, entre ministères? Alors, l'une des recommandations qui existaient mais qui n'avaient jamais été mises en œuvre, c'était la création d'un comité ou d'une commission regroupant les 4 ou 5 ministères concernés pour qu'il y ait justement ce dialogue. Il y a le ministère de l'eau, il y a l'agriculture, il y a l'environnement, et donc nous avons en fait réuni pour la 2e fois depuis qu'elle est censée exister ce qu'on appelle le Conseil national de l'eau, dans lequel il y a sous la houlette du président du Premier ministre et plusieurs ministres, les directeurs de l'établissement de l'eau, justement pour commencer à avoir ce dialogue, parce que l'eau touche à tous ces secteurs-là, et donc il faut absolument qu'il y ait une instance où ces problèmes sont discutés. Ce qui facilite la chose vraiment dans ce gouvernement-là, c'est que les ministres travaillent vraiment bien ensemble. Donc au-delà des structures qui sont censées exister, on est constamment en communication les uns avec les autres. Il y a un esprit d'entraide qui franchement fait plaisir à voir. Une question un peu plus politique avant de passer aux questions du public. Vous avez parlé de votre priorité pour ce ministère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes confiant de mener à bout ces quelques priorités ou en tout cas ces premiers projets, compte tenu de l'incertitude en 2026 avec les élections législatives qui peut faire tomber le gouvernement et changer la donne? Je n'y pense pas. Je sais que j'ai un job donnant.
maintenant un peu moins d'1 an, nous sommes presque fin mai. Est-ce que c'est réalisable non, en 1 an, on est tous mobilisés, on sait tous que notre l'échéance de ce gouvernement est d'1 an, et on sait tous qu'on doit faire le maximum pendant cette année-là. D'une certaine manière, la pression du temps nous aide, nous ministres, à nous focaliser sur l'essentiel. On ne se dit pas on est là pendant des années et advienne que pourra. On sait qu'on a 1 an. Plusieurs d'entre nous se sont autolimités à cette échéance-là, ne l'empileront pas par la suite. Et donc, ça nous aide vraiment à nous focaliser sur l'essentiel. On va faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Maintenant, c'est vrai que l'incertitude, surtout géopolitique, n'aide pas toujours. On aimait bien savoir, moi par exemple dans mon secteur, j'aimerais bien savoir si les sanctions sur la Russie vont être levées là maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Sur toutes les questions d'importation d'énergie, ça affleura beaucoup. Mais il faut aussi, quand on est dans ces postes de responsabilité, geler avec l'incertitude, toujours de l'incertitude. Mais on va faire un maximum, on travaille dur, on travaille beaucoup en équipe au sein du gouvernement et à nouveau, le temps nous aide à aller à l'essentiel. Et comment on s'assure que les assises qu'on a construites sont assez solides pour en tout cas être passées au prochain, ou en tout cas que la prochaine personne n'ait pas cette force de nuisance pour revenir en arrière? Alors, une des opportunités que ce gouvernement a, c'est le train de nomination dans l'administration qu'il va devoir faire. Toutes les administrations sont quasiment vides, notamment au niveau des postes de direction. Je vous donne un exemple. Dans mon ministère, 85% des postes sont vacants. 85%. Vous savez, dans l'administration, il y a plusieurs niveaux. Il y a les directeurs, en arabe c'est fi'aoula, fi'ateni, fi'ateti, fi'araba, etc. Dans mon ministère, il n'y a aucun directeur de première catégorie, aucun directeur de deuxième catégorie, 0. Donc, d'un certain côté, ça peut ralentir le travail, mais d'un autre côté, en termes de réforme, c'est l'opportunité pour ce gouvernement de procéder à de bonnes nominations et qui vont accompagner l'administration pour des années et des années à venir. Une question, du coup, aujourd'hui, comment fonctionne le ministère si 85% des effectifs sont... Le ministère, les gens qui sont là travaillent dur et c'est pour ça que moi, par exemple, en ce qui me concerne, là maintenant, j'ai hâte de pouvoir finaliser l'autorité de régulation et dans la foulée, j'ai déjà demandé en termes de priorité à pouvoir procéder d'après la procédure qui a été adoptée par le Conseil des ministres, un train de nomination dans l'administration, au moins les directeurs de première catégorie. Tous les conseils d'administration de l'électricité du Liban et des 5 établissements d'eau sont périmés depuis des années. Il va falloir nommer aussi les conseils d'administration de tous ces établissements d'eau. Donc moi, dans mon ministère seulement, j'ai 57 postes de direction ou de membres de conseil d'administration à nommer. Et tous mes collègues font face à exactement la même situation. Donc j'espère qu'on va... Mais ça, c'est un support pour la réforme, si on s'y prend bien, pour les années à venir, parce que ces gens-là seront là, si on les choisit bien, ils sont de bon boulot. Pour revenir à ma première question, donc, vous avez tout quitté. Vous avez quitté votre carrière pour revenir au Liban. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des postes vacants, entre guillemets, est-ce que vous pousseriez des jeunes qui ont fait des études pour travailler dans l'administration publique à rejoindre l'administration publique au Liban, à s'investir pour le Liban, ou est-ce que vous ne donneriez pas ce conseil aux jeunes aujourd'hui? Non, moi je donne le conseil que je donne aux jeunes. Dans ma carrière, j'ai dû recruter des centaines et des centaines de jeunes pour faire du conseil. J'avais toujours cette question-là. On rentre au Liban, on rentre pas, etc. D'abord, c'est un choix personnel. Quelqu'un qui a la possibilité d'acquérir une expérience à l'étranger et de revenir au Liban, pour que le Liban puisse profiter de cette expérience, c'est une bonne manière de voir les choses. Quelqu'un qui a aujourd'hui une idée pour créer une entreprise dans le domaine de l'IT, des télécoms, etc., ça peut être le bon moment. Mais l'administration
il y a deux choses qu'il faut savoir dans l'administration. Un, il y a un aspect de vocation à vouloir entrer dans l'administration, ça il ne faut pas se le cacher. Et deux, chacun doit penser financièrement ce que ça veut dire pour lui ou pour elle. Donc, c'est pour ça que je dis c'est vraiment un choix personnel. Si la question est-ce que maintenant l'environnement politique, économique, social commence à devenir propice aux investissements, etc., je dirais oui, ça commence. Il y a une atmosphère d'optimisme qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire que les choses sont totalement réglées, il y a encore beaucoup à faire. Il y a l'incertitude des prochaines élections, mais je suis content de sentir, vraiment on commence à sentir que ça bouge. Moi, dans mon ministère, j'ai des investisseurs qui viennent demander qu'est-ce que vous allez faire dans ci, que vous allez faire dans ça. On a envie de venir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le venir demain matin, mais il y a cet intérêt qui n'existait pas depuis des années. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. En tout cas, on ressent ce vent d'optimisme dans vos paroles et en tout cas dans votre dynamisme. Je passe à présent le micro à la salle si certains ont des questions. On va commencer par les premiers. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je peux vous demander de vous présenter quand vous... Oui, ça me permet de... Donc Jean Asma, membre du cercle, et élève en M2, en fin M2 dans le Master en droit finance de Sciences Po. Donc moi j'ai deux questions. La première, c'est on a parlé de critique producteur, gestionnaire, fournisseur. C'est la belle théorie, mais quand une partie du privé au Liban, donc les producteurs de générateurs, ont une part de marché conséquente, si on met en place cela, on met au chômage un pourcentage élevé du secteur privé de l'énergie au Liban. Donc comment assurer qu'un, ils ne seront pas un obstacle à la mise en place de ce prix, et deux, comment les intégrer à ce système qui normalement est censé être en place depuis 2002. Et ma deuxième question, c'est donc on a conclu sur la fonction publique au Liban et les nominations qui sont censées permettre d'avoir une belle fondation pour les années à venir. Comment fonctionne la fonction publique au Liban? Donc, en France, par exemple, quand on nomme quelqu'un au journal officiel, c'est à vie. Est-ce qu'au Liban, demain, si votre successeur arrive et veut faire des nominations politiques, est-ce qu'il pourra effacer toutes les nominations que le conseil actuel a fait et les remplacer avec... Donc, je vais commencer par la deuxième question. Beaucoup de la manière dont la fonction publique fonctionne au Liban a été inspiré du modèle français. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir. Et ce n'est pas facile, une fois quelqu'un a été nommé dans un poste de direction dans un ministère, de bouger. Et ça, bon, ça, comme toujours, ça a un beau côté, ça a un mauvais côté. Si vous avez quelqu'un de bien, ça le protège. Si vous avez quelqu'un qui ne fait pas son boulot, ben, très difficile de... Mais c'est un peu partout pareil. Hein. Mais ça serait difficile, assez difficile de mettre de côté quelqu'un qui fait bien son boulot. Vous avez parlé des moteurs en fait, d'accord ? Les moteurs, c'est un secteur qui est la structure de cette industrie parallèle. On la vit d'une manière schizophrénique. D'un côté, ce n'est pas un secteur qui est reconnu. Il n'y a rien dans la loi qui reconnaît que les générateurs privés existent, mais en même temps, l'État les régule. D'accord ? Donc là aussi, je crois qu'il a fallu vivre avec ça toutes ces années-là, mais en arabe, on dit Hadakita al-Shari'. D'accord ? Mais en même temps, moi je sais que mon ministère définit la facturation, le ministère de l'économie est censé surveiller qu'ils appliquent la facturation, qu'ils ont des compteurs, etc. Le ministère de l'Environnement est censé réguler le fait qu'ils ont des filtres, qu'ils ne polluent pas, ainsi de suite. Tout en disant qu'ils ne sont pas reconnus légalement. D'accord ? Donc là, il y a une vraie question de fond, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi ces gens-là existent ? Parce que EDL n'assurait pas la production.
Donc, il est essentiel que DL assure, que DL, je me le plains, EDL dans l'ancien modèle, que de plus en plus des producteurs privés puissent assurer la production de l'or. On ne peut pas vivre éternellement sur des générateurs. Ils sont très chers et très polluants. D'accord ? Par contre, ils ont quelque chose de bien, c'est qu'ils collectent 1000 fois mieux que l'État. Pourquoi ? Parce que si jamais vous ne payez pas votre moteur, qu'est-ce qui se passe le lendemain ? La connexion, ce n'est pas le cas pour l'État. Donc, il va falloir réfléchir, est-ce qu'il y a des modèles pour, avec le temps, absorber ce secteur-là? Il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario où on ne fait rien, on se contente petit à petit d'assurer la production dont le Liban a besoin, et ces générateurs, normalement, les gens n'iront plus nécessairement vers eux si l'électricité est assurée. Il y a d'autres modèles aussi où on peut petit à petit les intégrer dans la partie fournisseur, la partie aval du modèle de distribution, où localement ils pourraient assurer un backup ou transitionner vers pour être intégré avec le fournisseur. Donc, il y a plusieurs modèles, nous sommes en train d'étudier ça en ce moment, justement. Voilà. Monsieur le ministre, je vous remercie tout d'abord pour votre présence et votre engagement au service du Liban. Je m'appelle Yasmina, je viens de finir mes études à Sciences Po et je travaille actuellement chez Strategy Medlis. Bonne société. Une firme que vous avez profondément marquée par votre leadership visionnaire tant au niveau régional que global. Comme beaucoup de jeunes Libanais, je porte de grandes aspirations pour un Liban plus juste, plus souverain, et j'espère un jour affranchi de son système confessionnel, que je considère comme l'un des principaux freins à son progrès. Dans cette perspective, je souhaiterais vous poser 2 questions. Quel chemin conseillerez-vous à de jeunes professionnels du Conseil stratégique, souhaitant à terme mettre leurs compétences au service de l'intérêt public au Liban? Et dans quelle mesure votre parcours dans le Conseil vous a-t-il préparé à exercer aujourd'hui des fonctions gouvernementales aussi exigeantes? À nouveau sur la question de ce que devrait faire un jeune, moi j'ai fait ma carrière, je suis un peu biaisé, j'ai fait toute ma carrière dans le conseil, j'ai fait 40 ans de conseil et j'en suis très heureux. Et oui, à un moment donné, à plusieurs reprises j'ai été tenté de virer vers le service public et finalement j'ai fait ça en fin de parcours. D'accord. À nouveau, je reviens à la question de choix personnel, parce que évidemment, quand on va dans le service public, les conditions, par exemple financières, ne sont absolument pas les mêmes que dans le secteur privé. Maintenant, ma carrière, oui, il s'est trouvé que dans les 15 ou 20 dernières années de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup conseillé le service public dans différentes parties du monde. Donc, que ce soit en termes de restructuration du service public, que ce soit en termes de privatisation de certains secteurs, et que ce soit dans l'énergie, notamment la structuration du secteur électricité et de l'eau que j'ai fait dans une douzaine de pays. Donc cette partie-là, oui, m'a préparé un peu à ça. Thank you so much. I'm going to speak in English, it's easier for me. I'm Riwa, I'm also a student at Sciences Po. I'm actually studying energy management and finance. And I have 2 questions. First, you mentioned the CCGTs, like the gas turbine plants, and the idea that we really are very dependent on the gas pipeline, on the Arab gas pipeline. That is not a very good plan because pipelines in the Middle East tend to not work a lot. Why an FSRU instead of a regasification plant in Lebanon when we can maybe get Qatar Energy to give us LNG? Buy LNG from Qatar Energy, not give us. And then my second question is more political. So do you have the legitimacy today in the ministry to show the papers of what has been happening in this ministry for the past 20, 30 years, considering it has been spending most of our GDP that is currently kind of non-existent as well? So do you have that legitimacy to kind of hold accountable, not you, but show to the people who is accountable for this money that has been spent without being able to even unbundle a sector?
So your first question, FSRU versus regasification plant, it's purely a technical question of cost-benefit. We'll do whatever makes the most sense. There is no ideology behind it, and so on. The second question is very important, to me at least. I think you can show, I could spend all my time investigating the past. Okay? I can tell you for sure that there is no day that passes without someone coming and telling me some story about what has happened. I have limited time to fix whatever I can fix. I could spend the next 2 years investigating the past. Okay? For sure, if something obvious crosses my desk or something obvious that I am aware of, I will take it and give it to the judiciary to take care of it. I am not an investigator. All I can do is give it and say, please look into it. I think there is a way, however, to have an impact beyond attracting the investments that we need and so on, is to show how you work differently. How you work and make decisions based on facts, not political opinions. How you can take, if something of value has been done by your predecessors, build on it, and if it's not good, change it. Make decisions as to my ministry is involved in tens and tens of authorizations on a daily basis. Authorizations for digging wells, authorization that have to do with crossing over rivers. I can tell you, and making those decisions by the law is another way that you can show how you do things differently. Implementing the law, this law that you talked about, Law 462, which dates back to 2002 and has never been implemented. You can show that you can work differently by implementing the law, pure and simple. So there are different ways to highlight how one can do his job differently. Thank you. Sure. Merci. Merci de votre présence ici, merci de votre partage. Moi j'ai deux questions, une question simple. Moi je m'appelle Nizar Nasr et je suis directeur business development d'une boîte IT à Paris. J'ai une question simple que je ne sais pas si ça a été posé parce que je suis venu en retard, je suis désolé. Est-ce qu'on peut rêver, ou est-ce que les Libanais peuvent rêver à court terme d'avoir l'électricité 24/7? Est-ce que vous pensez que c'est un rêve accessible? Ça, c'est la première question. La deuxième question, concernant l'énergie renouvelable, quel est le potentiel réel de l'énergie renouvelable? On en parle beaucoup, il y a beaucoup de panneaux sur les toits. Quel est le potentiel de l'énergie renouvelable? Merci. Alors, quand j'ai été nommé ministre, 1 heure après, la première question qui m'a été posée était votre première question. Quand est-ce que nous allons avoir l'énergie 24 heures sur 24? J'ai refusé de répondre, en disant que je n'allais rien promettre et ne pas répondre. Ça a été ma première déclaration. Pour avoir de l'énergie 24 heures sur 24, il faut investir, d'accord? Et donc je suis en train en ce moment de travailler cet investissement-là et d'en assurer le financement. Dès que j'aurai la certitude de ce qui peut être mis en place, je dirai à quel moment on pourra avoir de l'énergie 24 sur 24. J'ai par contre donné un indice tout à l'heure en disant que DL avait comme capacité de production existante 1/3 de la demande. Donc vous pouvez faire l'arithmétique de ce qui est possible ou pas possible. Quant au solaire, toutes les études qui ont été faites par la Banque mondiale, etc., montrent que le potentiel de solaire peut aller jusqu'à 30-35% de l'énergie dont nous avons besoin. Nous avons beaucoup de soleil et nous avons surtout beaucoup d'espace inutilisé. Dans la BK Est et la BK Nord, il y a beaucoup de terres qui appartiennent au pouvoir public, qui sont des terres arides, qui ne sont donc pas exploitables. Ce ne sont pas des terres qu'on est en train de retirer à l'agriculture. Donc il y a l'espace pour assurer cet investissement dans le solaire. Donc je dirais 30 à 35% de nos besoins en solaire. Merci.
Bonjour, je m'appelle Marc Chamy, je me dirige vers des études de journalisme. Donc moi j'ai seulement une petite question concernant le barrage de Mselha vers le nord du Liban. Est-ce qu'elle va être rouverte ou bien d'autres barrages d'eau vont être reconstruits, vont être réhabilités pour toute la question de la géopolitique de l'eau dans la région? D'accord. Alors, le barrage dont c'est Marc, Et c'est ça. voilà, dont Marc a parlé, c'est ce barrage que vous voyez en montant au nord, sur le côté droit, juste avant le tunnel de Barbara, et qui est vide. Oui. D'accord. Je ne peux pas répondre à la question pour une raison très simple. Ce barrage a été mis sous scellé, et toute l'affaire de ce barrage est actuellement en main de la justice. D'accord. Donc, je n'y ai même pas accès. Donc je ne peux pas répondre à cette question-là. Les autres barrages, il y en a pas mal qui ont aussi des problèmes. Certains ont des problèmes de financement, d'autres de grosses fuites, de très grosses fuites, etc. Donc ce que je suis en train de faire en ce moment sur les barrages existants, mais incomplets, pour toutes sortes de raisons, c'est de voir franchement qu'est-ce qui peut être fait. D'accord, on est en plein dans l'analyse pour voir que vraiment est-ce qu'on va les compléter ou pas, ainsi de suite. Donc on est en plein dans cette réflexion-là. Dans la stratégie de l'eau que j'ai mentionnée tout à l'heure, que nous sommes en train de revoir, la question des barrages est posée évidemment, mais une des pistes que j'aimerais encourager et voir un peu si c'est faisable à plus grosse échelle, c'est ce qu'on appelle les hill lakes. Ce sont ces bassins artificiels qui sont absolument pas coûteux et qu'on peut disséminer un peu partout dans le Liban pour retenir l'eau de pluie à moindre coût et qui n'ont pas d'impact négatif ou nocif sur l'environnement. Ça ne résoudra pas les problèmes fondamentalement de l'eau, par exemple pour l'accès de l'eau à Beyrouth, mais localement, dans les régions, ça peut faire partie de la solution. Je vais rebondir rapidement sur la question de Marc, que ce soit le barrage de Mselha ou d'autres barrages, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, et aussi pour rebondir sur la question de Riwa, sur la justice, est-ce qu'aujourd'hui, sans vouloir forcément accuser sur la place publique ou dénoncer, mais donner des documents à la justice et permettre à la justice de faire un travail d'investigation elle-même? Alors la justice, en ce qui concerne Mselha, le dossier est en main de la justice et ils ont toutes les données. Sur tous les autres barrages. Et il n'y a pas eu de demande, que ce soit depuis que je suis en poste, toutes les demandes d'information, que ce soit de la justice ou même des NGO, vous savez qu'il y a la loi, il y a une loi qui a été votée il y a quelques années, l'accès à l'information. Et j'ai signé toutes les lois, toutes les demandes d'informations qui étaient en suspens depuis des semaines ou des mois. Et franchement, nous facilitons au maximum l'accès à l'information quand il est demandé. Monsieur le ministre, merci pour votre temps. Mike Bacha, diplômé de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et de Paris-Dauphine. Je travaille actuellement à EDF, Électricité de France, et je regarde avec beaucoup d'attention et presque d'angoisse le secteur de l'énergie au Liban, avec impatience d'y retourner dans la mesure où ça s'améliore. Et seulement si ça s'améliore, je voudrais vous poser une question sur le secteur du solaire, justement. Vous dites pourquoi pas toutes ces zones inexploitées dans la Bekaa, y installer des entreprises qui produiraient du solaire. Est-ce que vous avez senti de l'intérêt pour des sociétés qui travaillent dans cela, tout d'abord? Et surtout, je voudrais vous demander par rapport aux installations solaires des particuliers qui installent énormément de panneaux solaires sur leur toit. Il y a un système en France qui permet à ces particuliers qui investissent dans le solaire, de se raccorder au réseau national et de vendre leur électricité au réseau national et d'avoir ainsi une subvention sur leur électricité. Est-ce que ce ne serait pas une idée, par exemple, pour avoir un moyen peu coûteux pour l'État d'avoir accès à de plus grandes productions d'électricité, puisqu'il n'aurait pas à investir dans le capital, mais il pourrait vendre au fur et à mesure, à travers l'investissement, cette électricité? Alors, vous êtes dans quelle branche chez EDF?
Quel côté? Je suis dans la direction grand compte d'EDF. On se charge de vendre de l'électricité. On est fournisseur à toutes les grandes entreprises de France. Alors, oui, il y a de l'intérêt pour le solaire à plus grande échelle. Ça commence à bouger. Et deuxièmement, votre deuxième question, la réponse est oui, la loi le permet à quelqu'un qui a installé du solaire sur son toit de vendre son surplus à EDL et d'être compensé dans sa facture. Ça s'est peu fait pour des raisons, je dirais, techniques et financières côté EDL. Ils sont en train de régler ça. Ça se fait déjà dans certains grands comptes, je dirais, mais la loi existe et j'ai demandé notamment à EDL de pousser un maximum le côté technique pour permettre ça. Mais la loi existe et on n'a pas besoin de grand-chose pour que ça fonctionne. Bonjour Monsieur le Ministre, Yorgo Antoun au nom du Bloc National Libanais. Ma question porte sur les connivences politiques qui gangrènent nos secteurs. Du coup, quid des pratiques mafieuses de certains propriétaires de générateurs privés protégés par certaines grandes figures au Liban? Et quelles sont vos considérations sur les espaces naturels protégés qui sont souvent mis en danger par certains projets? L'exemple le plus parlant étant Bessay. Merci beaucoup. Je commence par la deuxième question. Une des raisons principales pour laquelle nous allons revoir la stratégie de l'eau, justement, c'est pour voir notamment l'impact environnemental de ce qui était déjà dans la stratégie précédente. Donc, dans la stratégie précédente, il y avait notamment le barrage auquel vous faites référence de Bessay. Donc oui, c'est un souci majeur et c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure que j'avais poussé au maximum l'idée d'avoir les Hill Lakes qui s'intègrent dans l'environnement d'une très belle manière et qui sont très acceptés par la population. Vous savez qu'en ce moment, même dans les Alpes, ici en France, on commence à avoir de plus en plus de Hill Lakes pour capturer un maximum d'eau vu le changement climatique. La première question, justement, sur les moteurs, comme je vous l'ai dit, on est schizophrène parce que d'un côté, on ne les reconnaît pas et de l'autre côté, on légifère et on les régule. Il y a un seul moyen de régler ça une fois pour toutes, c'est d'assurer suffisamment d'électricité qui vienne d'une manière, je dirais, normale comme partout dans le monde. La grande question, c'est, en fait, la seule vraie question, c'est comment doit se passer la transition. À terme, si les producteurs privés assurent la capacité dont nous avons besoin, nous besoin de moteurs, sauf en cas de... Donc, mais la grande question, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à tirer tous les investissements nécessaires pour produire au niveau de la demande, que ce soit conventionnel ou soleil, ça ne va pas se faire demain matin. Et donc, comment assurer au mieux la transition, comment les réguler de manière... La régulation, déjà, si on avait appliqué ces dernières années les règlements qui existent, on aurait limité un peu les dégâts. Je vous rappelle qu'il y a un règlement tarifaire, il y a une régulation tarifaire qui n'est souvent pas appliquée, surtout dans les régions les plus éloignées. Il y a une réglementation environnementale, les filtres, on sait très bien qu'elle n'est pas appliquée, il n'y a qu'à voir le nuage noir chaque matin au-dessus de Beyrouth. Il y a la régulation de l'obligation d'installer des compteurs. On sait que même au sein de Beyrouth, qui devrait être facile à surveiller, souvent il n'y a pas de compteur. Donc déjà, si entre-temps on pouvait appliquer l'alimentation existante, ça aiderait beaucoup. La question de la transition, comme je le dis, on y travaille. Je n'ai pas de réponse sur comment elle va se faire, mais on sait qu'il y a une véritable question là, et bon, j'espère d'ici quelques mois avoir étudié les options à faire. En attendant, on va essayer d'appliquer la réglementation. Vous avez parlé de connivence politique, ça c'est un autre sujet que je laisse aux politiciens. Voilà. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Je me rapproche peut-être. Non, c'est pour hausser la voix.
Je m'appelle Haya Shmotevi, je travaille dans les énergies renouvelables depuis plusieurs années pour un independent power producer. Mon rêve serait vraiment de voir des centrales solaires. Faute de... J'aimerais 50-100 mégawatts dans la BK, je sais pas, mais j'aimerais poser une question par rapport à le réseau. Est-ce que le réseau peut techniquement accueillir ce type de centrale? Oui. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'on a besoin d'investissement? Combien? Est-ce qu'on a encore besoin? Et si par exemple la Banque mondiale a prévu par exemple d'investir dans ça pour nous aider. Et ma deuxième question, c'est par rapport au terrain public que vous avez mentionné. Oh. Les terrains publics que vous avez mentionnés, est-ce que par exemple vous donnez par exemple, un appel d'offres avec tous ces terrains et les attribuer aux différents IPPs qui veulent venir dedans? Alors, première question, la question du réseau. Ce matin, en commission parlementaire, il y a un prêt de la Banque mondiale qui a été approuvé, qui devrait être approuvé bientôt par le Parlement, de 250 millions de dollars, qui est principalement, qui vise principalement la facilitation pour le réseau d'absorber du solaire. Il y a trois grands volets dans ce prêt. Il y a une partie qui va rebâtir ou réinstaller ce qu'on appelle un centre de contrôle national, le National Control Center, dans l'immeuble de l'EDL à Jemaïse qui a été assez détruit. Un deuxième système, le AMI, qui va permettre de gérer notamment les smart meters. Un autre grand pavé, ou un grand morceau de ce prêt-là, c'est la construction d'une centrale solaire de 150 MW. Le terrain a déjà été identifié et donc grâce à ce prêt, on va pouvoir construire notamment cette centrale-là. Il y a une troisième dimension de ce prêt qui a à voir avec les systèmes d'information, de billing, de collecte, etc. d'EDF. Ça ne résout pas complètement la question du réseau. Le réseau a besoin d'un investissement d'à peu près 500 millions de dollars. Au-delà de ça, notamment pour pouvoir absorber les grosses centrales que nous devons absolument construire. Nous sommes déjà en discussion avec des fonds d'aide au développement internationaux pour nous aider à ce financement-là. Pour les terrains publics, on va devoir réfléchir à comment, pour l'instant on laisse faire le marché, disons. Maintenant, en ce qui concerne le prêt de la Banque mondiale, apparemment le terrain a déjà été identifié, donc ça c'est, je crois que le problème est résolu. Mais je peux vous dire que beaucoup de villages ont à cœur d'attirer ce genre d'investissement parce que ça leur garantit, je dirais, une source d'énergie à deux pas et qui n'est absolument pas polluante. Donc je ne pense pas qu'on devrait avoir de problème à trouver des terrains. Bonsoir Monsieur le Ministre, je m'appelle Ezekiel Caceres. J'étais diplômé de l'université de Tufts à the Fletcher School of Diplomacy et j'étais l'ancien responsable du desk de Liban à l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Je voulais juste savoir quel était l'impact de la termination de nos projets au Liban parce que depuis la fermeture de notre agence, c'était difficile de justifier exactement quel était l'impact de la termination de notre investissement. Et comme vous avez mentionné tout à l'heure, que vous cherchez de nouveaux investisseurs dans le domaine de développement international, j'étais intéressé de voir comment était l'impact de la fuite des Américains dans ce domaine-là, surtout dans l'énergie renouvelable au Liban. Bon, l'USAID a effectivement alerté dans le monde entier, pas seulement au Liban, ces projets. Bon, et il y a les quelques projets en cours qui étaient là ont été effectivement stoppés. Donc là, on est en train de voir comment au moins mener à terme le projet qui était en cours. On est en pleine discussion et analyse en ce moment pour voir ce qu'on va en faire. Mais USAID n'avait pas vocation, juste pour être clair, à investir dans des grands projets comme une grosse centrale, etc. C'était des projets de solarisation, de petites installations, etc.
Bon, comme je l'ai dit, on est en plein en ce moment de voir qui peut nous aider à terminer ces projets-là. Plus que ça, franchement, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Merci Monsieur le Ministre pour le temps. Patrick Elhadj, je suis entrepreneur. J'ai 3 questions pour vous. 1, avez-vous parlé à votre prédécesseur, qui vient du même métier que vous, pour savoir s'il y a des leçons à tirer au-delà des divergences politiques? 2, c'est quoi la différence que vous expérimentez aujourd'hui dans votre rôle de ministre par rapport à ce que vous avez connu dans le milieu du conseil? Et 3, parce que voilà, vous engagez, vous êtes sur le dossier un des dossiers les plus médiatisés, donc il y a beaucoup d'attentes. Dans quelle mesure vous maîtrisez vraiment les clés de ce dossier, en tout cas les résultats finaux? Et 3, comment nous, en tant qu'opinion publique, on peut vous aider pour que voilà, il n'y ait pas un nouveau plan qui soit annoncé, mais que les résultats n'avancent pas autant qu'on veut? Alors, une des choses que j'ai dit tout au début de ce gouvernement, c'est que je n'allais pas faire un énième plan. Des plans, on en a plein de tiroirs. Les plans, il y en a plein de tiroirs. Je peux vous sortir des plans pour n'importe quoi. Le problème n'est pas d'avoir un plan, le problème c'est d'exécuter. Ça fait 15 ans qu'on aurait dû construire des centrales. Donc, quelqu'un m'a demandé, il y a 3 jours, quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous êtes en train de... Vous avez dit que vous voulez bâtir des centrales, vous avez développé le plan de vos prédécesseurs. J'ai dit, moi, le seul plan que j'ai développé, c'est celui de Thomas Edison, qui a dit que pour avoir de l'électricité, il fallait qu'on ait une usine d'électricité. Donc, je ne sais pas comment produire de l'électricité sans avoir ou une usine conventionnelle, ou du solaire, ou de l'éolien. Donc, et vu la capacité de production d'EDEL qui est très loin de la demande, c'est pas sorcier, n'importe quel plan devrait dire, il faut construire des usines. Donc, les plans, c'est bien, mais c'est comme les lois. On a cette loi d'électricité qui date de 2002, elle n'a jamais été appliquée. Il faut bien commencer à l'appliquer. C'est rien d'avoir des lois si jamais on ne les applique pas. Deuxième question, sur mon prédécesseur. Je connais très bien mon prédécesseur. Il a travaillé dans le cabinet que je présidais pendant des années. Il y a eu une passation de pouvoir tout à fait normale, comme elle devrait l'être dans un pays démocratique. Et moi, ce que j'ai dit et que j'essaye d'appliquer, c'est que s'il y a eu du travail bien fait d'analyse dans le passé, je serais idiot de le jeter à la poubelle et de le prendre à zéro. Et s'il y a des conclusions ou des analyses auxquelles je n'adhère pas ou que je conteste, ben je vais jeter un coup d'œil. Donc je n'ai pas d'approche idéologique sur ce... J'essaie d'être le plus pragmatique possible. Votre troisième question, différence entre être un consultant et service public, là je pourrais en parler. Déjà, pour que vous sachiez, je passe 1h30 à 2 heures par jour à signer des papiers. Je vous donne un exemple. Il m'arrive de signer, si un employé du ministère doit s'absenter 3 heures de temps pour une visite médicale, ben ça le montre jusqu'au ministre. Il n'y a pas de directeur intermédiaire. S'il faut approuver l'achat de fournitures, crayon papier pour le ministère, ça remonte au ministre. Donc, oui, enfin, il y a pas mal de différences. Non, par contre, mais il y a aussi il y a des choses que j'ai apprises dans mon métier que je suis en train de mettre en œuvre. Par exemple, l'idée de bâtir du support pour des recommandations avant de mettre les recommandations sur la table, c'est quelque chose que j'ai appris dans le conseil. C'est que je ne vais pas chez un client en me disant, devant un conseil d'administration, en me disant voici ce qu'il faut faire, si je n'ai pas préparé le terrain avec les différents membres du conseil d'administration avant. D'accord ? Donc, il y a des approches que j'ai apprises dans le conseil que je suis en train d'essayer d'appliquer maintenant dans la vie. Le travail en équipe. Tous les derniers gouvernements que nous avons eus, chaque ministre travaillait comme dans un silo. Il se trouvait que le contexte politique était différent. Aujourd'hui, on a tous à cœur de travailler un maximum en équipe. Et
dans mon métier, tout se fait en équipe. Donc il y a de bonnes choses aussi que je suis capable que j'ai à cœur de pouvoir appliquer dans mon travail de ministre. Avez-vous des attentes par rapport à l'opinion publique ou par rapport aux médias pour vous aider justement à... Je suis et j'essaye et je continue à être un des ministres les moins médiatiques ou là aussi, si vous reprenez un peu toutes les quelques déclarations que j'ai faites, je n'annoncerai des choses qu'au moment où elles ont été mises en œuvre. Si je ne vais certainement pas dire j'ai un plan et je vais faire ci et je vais faire ça, j'essaye de ne parler que quand j'ai quelque chose à dire, mais quelque chose à dire de concret, pas seulement au niveau des idées, mais de ce que je vais faire. Donc au-delà des grandes lignes, je ne suis pas du tout en train de rentrer dans le détail jusqu'à ce que les choses soient faites. Bonjour Monsieur le Ministre, Razan Kanani, moi je travaille à la Banque de France et je voudrais aborder un point que vous avez mentionné à différents moments, mais jamais de manière globale, c'est la question des moyens. Est-ce qu'on a, quand on parle de réforme, de modernisation, de transformation, est-ce qu'on a les moyens de ces changements à différents niveaux, que ce soit au niveau économique, aujourd'hui les finances publiques sont catastrophiques au Liban, et même si on voudrait que le secteur public s'investisse, la question de la confiance prend du temps. Est-ce qu'on a les moyens humains? Là, vous mentionniez que vous signez des questions RH au ministère, mais de manière plus générale, est-ce qu'on a les forces vives au Liban aujourd'hui? Quand on voit la situation, la corruption également, il y a aussi des précarés dans certaines régions, dans certains secteurs. On a parlé de la mafia, si je puis me permettre, des moteurs. On a un certain nombre de situations comme celle-ci. Quand on parle d'énergie renouvelable, vous avez beaucoup insisté sur le solaire. Est-ce que pour l'éolien ou l'hydraulique, il n'y a pas aussi des questions politiques, de politique interne et de politique externe qui se posent? Donc, où on en est aujourd'hui sur la possibilité de réaliser tout ça et quelles sont peut-être les marges de manœuvre que vous voyez dans les quelques mois qui arrivent? Votre question, c'est tout le programme du gouvernement. Tout est lié. Non, il y a certainement, je ne vais pas pouvoir reprendre, vraiment c'est tout le programme du gouvernement que je devrais expliquer pour vous répondre, mais je vais essayer de zoomer sur 2 ou 3 points. Un, restaurer la confiance, à mon avis, c'est de montrer qu'on fait du boulot sérieux, sans être politisé, en ayant à cœur de prendre les meilleures décisions possibles. C'est ce qu'on essaye tous de faire. Deuxièmement, la réforme des finances publiques, oui, ça c'est essentiel. Aujourd'hui, le Liban est un pays qui est techniquement en défaut. Et tant qu'on est en défaut, il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas faire, toutes sortes de financements qu'on ne peut pas attirer. Donc une des priorités, c'est de résoudre le problème des eurobonds, par exemple, le problème du secteur bancaire. Vous avez vu qu'il y a eu vraiment un des succès de ce gouvernement, ça a été d'avoir voté la loi de levée du secret bancaire. Ça faisait combien d'années qu'on en parlait, c'était un peu comme le serpent de neige, on montait, descendait, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et en 2 mois, le gouvernement a réussi à faire voter la levée du secret bancaire, qui va permettre, si les 2 lois suivantes vont être appliquées, vraiment de prendre à bras le corps la réforme du système bancaire. Il manque encore 2 lois. Il y en a une qui est actuellement en discussion au Parlement sur ce qu'on appelle le Bank Restructuring Act, quel va être l'outil ou la manière de procéder à la restructuration des banques. Et le 3e qui va être le plus challenging politiquement, qui est l'allocation des pertes, ce qu'on appelle le Gap Resolution Act. Donc, je pourrais vous répondre plus facilement quand j'ai vu ces 3 lois être passées en fait. Et elles sont fondamentales pour attirer la confiance et pour le structurer. On a vraiment besoin d'un secteur bancaire qui fonctionne. On a besoin de ramener vers les banques, une fois qu'elles seront réformées ou restructurées, l'épargne qui aujourd'hui existe dans les matelas. Il y a je ne sais combien de milliards de dollars qui sont dans les matelas et dans les tiroirs des Libanais. Ça, c'est de l'argent qui est improductif. Bon, il est là parce que personne n'a confiance dans les banques. Donc il faut vite restructurer ce secteur pour qu'on puisse à nouveau attirer cette épargne dormante vers le secteur, qu'on puisse prêter de l'argent aux entrepreneurs, aux industriels, aux agriculteurs et relancer l'économie.
Donc on est vraiment au début d'un long processus, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, sans compter toutes les incertitudes géopolitiques de région. Vous voyez ce qui se passe dans la région, on ne sait pas encore trop comment tout ça va se terminer. Mais ce qui est important, c'est que petit à petit, c'est brique après brique, de mettre en place les réformes qu'il faut. Bonsoir Monsieur le Ministre, je m'appelle Marc Hamboud, je suis étudiant en bachelor à l'ESSEC, à la 3e année. Et je voudrais vous demander par rapport à la Syrie, on a bien vu tout ce qui s'est passé en décembre 2024 avec le changement du gouvernement. Est-ce que cela subit au ministère, à votre ministère, de faire par exemple des coopérations avec le gouvernement? Je sais c'est un peu tôt, mais est-ce qu'il y a des idées ou quoi que ce soit, des plans pour coopérer avec le nouveau gouvernement? Ou pas du tout jusqu'à maintenant? La question est oui, mais il y a pour l'instant toujours la question des sanctions américaines, d'accord? Bon, il y a eu une annonce qui a été faite qu'elles vont être levées. Quand, comment, lesquelles, ça n'est pas encore très clair. Mais oui, je parlais tout à l'heure d'importation d'électricité via la Jordanie ou le Arab Gas Pipeline qui passe déjà. Il y a une troisième chose que j'essaye de faire maintenant. J'étais en Irak il y a 2 semaines avec notre ministre des Finances et je reparle dans quelques jours. On va essayer de faire revivre le fameux pipeline des années 50, le IPC, qui permettait à l'Irak d'exporter son pétrole via le pipeline à travers les terres syriennes à partir du port de Tripoli. Ça, si on arrive à faire ça, c'est tout un effort une nouvelle dynamique de développement, notamment dans la région du Nord et de Tripoli. Si avec ça on arrive à refaire vivre la fameuse raffinerie de pétrole qui existait dans matière nouvelle, nous avons l'idée de créer une zone de développement pour la pétrochimie aussi à Tripoli. Il y a une zone industrielle qui bénéficie d'un régime de taxation favorable. Et donc tout ça ne peut se faire que s'il y a un accord avec la Syrie de transit du pétrole irakien. Et là, tout le monde y gagne. L'Irak y gagne avec un débouché directement sur la Méditerranée et le marché européen. La Syrie y gagne des droits de transit et nous y gagnons des emplois à l'arrivée dans la zone franche, dans la raffinerie et ainsi de suite. Donc oui, il y a des possibilités. Si tout ça se calme vraiment dans la région, il y a tellement de choses à faire. Je suis urbaniste. On parlait tout à l'heure du raccordement au réseau du solaire chez les particuliers ou dans les grands comptes. On sait que c'est plus efficace d'avoir du solaire qui est raccordé à une grille globale, pas juste chacun pour soi, ça permet de mieux lister la demande et l'offre. Est-ce que vous avez des études sur techniquement à quel point ça pourrait vraiment améliorer la situation au Liban, de quel pourcentage ça pourrait permettre de mieux répondre à la demande, et aussi en termes d'un point de vue plus de confiance, comment on fait pour convaincre les gens de se raccorder à la grille, de sortir de leur réseau de chez eux ou de leur quartier pour partager les bénéfices mais aussi les risques avec le reste de la communauté? Alors pour les grands comptes qui ont des industriels qui ont développé du solaire, ça se fera assez facilement. C'est déjà en train de se faire d'ailleurs. Tout le raccordement et ce qu'on appelle le net metering, donc la compensation est déjà en train de se faire. Au niveau des particuliers, ça va prendre un peu plus de temps parce que techniquement EDL n'est pas encore tout à fait prêt. Mais le moment où ils seront prêts, à mon avis, ça va se faire facilement parce que chacun va voir l'impact sur sa facture. Si pour ma facture, j'ai intérêt à me raccorder sur le réseau et que j'arrive à compenser ma grosse facture d'électricité, faites confiance au Libanais pour foncer la gamme. Le tout est de pouvoir y arriver techniquement. C'est déjà en train d'être fait pour les gros utilisateurs, disons. C'est quoi le seuil du grand utilisateur? Non, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que de par la loi, seules les installations de moins de 1,5 MW étaient permises. En fait, ceux qui ont le plus profité pendant ces dernières années, à cause des situations économiques, c'était monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui mettait quelques panneaux solaires au haut de l'immeuble pour avoir de l'électricité et avoir moins besoin des fameux moteurs dont nous parlions.
Maintenant, avec l'institution, avec la création de cette délégation, les installations de plus grande capacité vont pouvoir se faire, alors qu'avant elles étaient limitées de par la loi. Souvent, à plusieurs reprises, à travers la réponse, vous avez dit on va lead by example, on va montrer qu'on fait un travail de professionnel pour que les prochains aient envie de faire comme nous. Et on voit ça déjà avec le nouveau gouvernement, la présidence a fait un compte Instagram où il montre à chaque fois leurs différentes actions. Le Premier ministre aussi, je pense le ministre des Finances aussi poste des trucs sur LinkedIn pour expliquer ce qu'il fait. Donc vous dites que vous essayez d'apparaître le moins sur les médias pour faire des déclarations, d'accord, mais pourquoi ne pas, comme aujourd'hui c'est un bon témoignage d'essayer d'expliquer au public ce que vous avez en tête de faire. Je pense que, ma question c'est, certes, vous voulez montrer que vous faites un travail professionnel, mais comment qu'est-ce qui va rester à la fin Si la question que vous me posez, c'est est-ce que je vais bientôt poster une vidéo, la réponse est oui. En fait, j'en ai fait une en anglais et en arabe récemment qui va bientôt être sur les réseaux sociaux où je vais en gros dire ce que je vous ai dit aujourd'hui. Voilà. Good. S'il n'y a plus d'autres questions dans le public, je veux d'abord vous remercier, Monsieur le Ministre, d'être avec nous et d'avoir répondu présent et d'avoir partagé ce moment avec nous ici à Sciences Po. Et merci à vous toutes et tous d'être